L'invité de Smart Impact, c'est Franck Laborde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'Association générale des producteurs de maïs et également président de la Confédération européenne de la production de maïs, et vous êtes vous-même producteur basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça représente combien de professionnels en France, l'Association générale des producteurs de maïs? Alors, le nombre exact de producteurs de maïs est autour de 150 000 producteurs, oui. Et à peu près 1 sur 2 adhèrent à notre association. Oui, d'accord. Et la filière, elle se porte comment? Question très générale. Alors, la filière se porte un peu comme toutes les filières agricoles, vous savez, et d'ailleurs les agriculteurs ont fait savoir récemment qu'ils ne se portaient pas aussi bien qu'ils le voudraient. Néanmoins, le maïs est une plante qui compte. C'est la 2e céréale cultivée en France en termes de surface. C'est une plante qui a beaucoup de débouchés. Et nous entrevoyons, notamment en lien avec le changement climatique, des perspectives pour la plante maïs. Oui, alors on va les évoquer. Ces perspectives, il y a beaucoup d'enjeux. On va évidemment parler des enjeux autour de l'eau, de la consommation d'eau. Mais il y a aussi un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, l'Europe, elle importe, je crois, un quart de ses besoins en maïs de l'étranger, c'est ça? Vous avez le bon chiffre. Ouais. Effectivement, l'Europe, qui était autosuffisante en maïs il y a une vingtaine d'années, importe aujourd'hui un quart de ses productions. Elle importe un quart de ses productions de 2 pays essentiellement, le Brésil et l'Ukraine. Alors, je ne parlerai pas beaucoup de l'Ukraine, mais nous importons en Europe 10 millions de tonnes à peu près du Brésil, qui sont produites à des conditions qui sont très différentes des conditions de production françaises et européennes, qui sont beaucoup plus impactantes négativement sur le milieu. Oui, alors effectivement, c'est une question centrale. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont interdits en France et en Europe et qui ne le sont pas au Brésil, par exemple. Alors, c'est ça? Nous avons documenté une étude à la GPM concernant effectivement les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'est un produit phytosanitaire? C'est un produit que les agriculteurs utilisent pour protéger leurs plantes des maladies et des ravageurs. Tout comme on se protège, nous, les humains. Et nous avons donc documenté les moyens mis à disposition des agriculteurs producteurs de maïs brésiliens et les moyens dont nous disposons. Et il s'avère, nous savions que nous subissions des distorsions de concurrence très fortes. Il s'avère que 78%, écoutez-moi bien, 78% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil pour produire du maïs exporté vers l'Europe sont interdits en France. 78%. Donc, vous attendez quoi de l'Europe? Alors, un constat comme celui-là, on est à quelques jours des élections européennes. Nous attendons 2 choses de l'Europe. La première, c'est que l'Europe ait une vraie ambition agricole. Et pourquoi? Parce que pour ne pas déléguer à d'autres notre nourriture, parce que l'agriculture, rappelons-le, c'est essentiellement de la nourriture, mais aussi car des défis sont devant nous, et notamment le défi de l'intégration de l'Ukraine. Et avec la capacité de production d'Ukraine, que ce soit en maïs, mais aussi en volaille ou dans diverses productions animales, l'Europe doit avoir une véritable ambition. L'ambition doit avoir l'ambition d'être un acteur mondial de la production de denrées alimentaires, donc de la production agricole. Si tel n'était pas le cas, avec l'intégration plus ou moins lente, plus ou moins rapide, plus ou moins de toute façon inévitable de l'Ukraine, c'est ce que nous espérons tous, la concentration de production agricole européenne pourrait se faire sur ce pays-là, et ça détricoterait toutes les productions qui sont installées depuis fort longtemps dans les pays fondateurs. Vous dites oui, on intègre l'Ukraine, il faudra le faire, politiquement il n'y a pas de débat, mais anticipons et faisons en sorte que ce soit le plus acceptable ou harmonieux possible. Oui, disons, acceptons de jouer un rôle de producteur, comme il faut très certainement, je ne suis pas spécialiste, mais accepter aussi que l'Europe soit ou ambitionne d'être un producteur industriel, un producteur d'énergie, etc., etc. Alors on va parler de l'eau. La députée insoumise LFI Aurélie Trouvé affirmait en avril dernier que l'irrigation du maïs représente un quart de l'eau douce consommée en France. Déjà, est-ce que ce chiffre est exact? Non, ce chiffre n'est pas exact. Ce que peut-être qu'elle a voulu dire, c'est qu'un quart des surfaces de maïs sont irriguées. C'est très différent. Ça veut dire que 75%, les 3 quarts des surfaces de maïs en France ne sont pas irriguées. Et même si tel était le cas, il faut que nous soyons bien conscients qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et que dans notre pays,
l'eau de pluie est mal répartie et qu'il faut la stocker. Il faut la stocker pour tous les usages. Pour des usages, bien évidemment, prioritairement de consommation humaine, mais aussi pour tous les usages liés à l'économie et à la biodiversité. Mais pourquoi le maïs est souvent critiqué ou cité pour sa consommation en eau? Est-ce que c'est une plante qui consomme plus d'eau que les autres? Alors, le maïs, comme le soja, comme le tournesol, comme le sorgho, a besoin d'eau en été, lorsqu'il pleut le moins. Donc c'est une période critique, donc les regards sont tournés vers les agriculteurs qui irriguent et qui arrosent à ce moment-là. Donc c'est très certainement la raison pour laquelle un amalgame est fait entre les besoins en eau du maïs sur l'ensemble de son cycle et les besoins ponctuels lorsqu'il ne pleut pas trop, en juillet et en août. Oui, mais la difficulté, c'est qu'on se dirige vers des étés de plus en plus secs, avec donc un stress hydrique important, et donc cette question de la répartition de la ressource en eau qui sera de plus en plus problématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai sujet. Alors, je n'emploie pas le mot problématique à dessein. C'est un vrai sujet. Le sujet de la répartition de la pluviométrie, du partage de l'eau, et surtout du stockage de l'eau. Ouais. Lorsque la pluviométrie est abondante, et nous le constatons partout en France, y compris dans le bassin méditerranéen, depuis le 15 octobre, un peu plus récemment sur le bassin méditerranéen, il pleut en France, il pleut parfois beaucoup, il pleut parfois trop, et lorsqu'il pleut beaucoup ou lorsqu'il pleut trop, ce que nous disons, ce que la grande partie de la profession agricole dit, c'est qu'il faut récupérer cette eau qui est en excédent de façon à pouvoir et qui finit toujours son ruissellement vers la mer ou vers l'océan et est impropre à toute utilisation. Il faut en récupérer une partie. D'accord. Alors, j'ai des questions de béotiens, parce que ça, c'est vraiment ce que je vois tous les étés. Est-ce que c'est logique d'arroser en pleine chaleur, au moment de la journée où il fait le plus chaud? Alors, nous avons caractérisé la perte par évaporation. Ouais. Et la perte maximale par évaporation lors d'une irrigation, lorsqu'il fait très chaud, plus de 35 degrés, et lorsqu'il fait du vent sensiblement, c'est-à-dire plus de 30 km/h, la perte maximale par évaporation est de 5%. Mais cette eau-là n'est pas perdue, puisque le cycle de l'eau est perpétuel. C'est de l'eau qui est stockée, qui est épandue sur les parcelles et qui retourne directement au milieu. Pas dans la nappe, pas dans la rivière, mais dans l'atmosphère, et qui retombe sous forme de précipitation, plus loin, à un moment donné. Ok, donc vous ne faites pas n'importe quoi, on l'a bien compris. La chasse aux fuites aussi, ça, tiens. Alors ça ne concerne pas que les agriculteurs, mais ça concerne beaucoup les agriculteurs. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, elle date de quand, et puis surtout, qu'est-ce que vous faites? Alors, bien évidemment qu'il y a une prise de conscience que la chasse aux fuites, il faut la faire. Nous la faisons, hein, nous avons des réseaux d'irrigation. C'est récente, cette prise de conscience. Concernant l'eau agricole, avec les faibles marges des productions agricoles, c'est une nécessité économique, notamment. Alors, ça devient aussi une nécessité environnementale, et c'est de plus en plus conscient chez les agriculteurs, mais tout ce qui est optimisation de l'eau, chasse aux fuites, mais il n'y a pas que ça, amener l'eau au bon moment, en bonne quantité sur les cultures. Ces sujets-là sont des sujets qui nous préoccupent et que nous faisons caractériser par la science, le besoin en eau des plantes, le moment d'apporter l'eau, l'efficience. Et bien sûr, nous déployons ensuite, notamment grâce à l'intelligence artificielle, ces données pour apporter la juste eau au bon moment. Parce que l'agriculteur, il n'apporte pas de l'eau pour le plaisir, et il n'a pas la capacité économique, puisque l'eau a un coût. Il y a des taxes sur le prélèvement d'eau, et puis l'énergie nécessaire à l'irrigation a un coût. Donc l'agriculteur n'a aucun intérêt à apporter trop d'eau d'irrigation, parce que ça dégrade complètement sa marge. Merci beaucoup Franck Laborde, c'est très clair. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'éolien flottant au programme.